Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Votre émission ce soir rentre dans le couple, comme toujours, dans la vie de famille. Le thème de ce soir, donc, c'est la drépanocytose, un drame familial évitable. Vous comprendrez pourquoi c'est évitable avec nos invités. Alors, quand nous composons la drépanocytose dans nos familles, nous composons parce que tout repose sur le choix du conjoint avec lequel nous composons donc la famille. Donc, quand on compose ainsi, sciemment ou inconsciemment, la drépanocytose, c'est la détresse et la douleur qui s'installent au quotidien dans nos maisons. Tout se résume des fois à cette phrase Reste avec moi, qui est le titre assez éloquent de ce document qui a inspiré donc cette émission. Un livre de Ayobami Adebayo, très bon livre, recommandation spéciale pour toute personne. On en parlera au cours de cette émission donc. Comprendre la drépanocytose, savoir faire ses choix pour éviter donc la douleur, la détresse, le désespoir, les drames. C'est l'objectif de l'émission de ce soir. Je vais vous présenter nos invités dans un moment, mais juste nous nous avons posé la question de savoir si vous connaissiez la drépanocytose, ce que vous saviez de la maladie. Et vous avez répondu au micro de Edwige Attaque Babasabi. Vos réponses, et on revient juste derrière. Oui, je ne suis pas docteur, mais quand même, j'ai une idée sur la drépanocytose. C'est parce que c'est une maladie dangereuse. D'autres disent que c'est une maladie qui est pire même que le sida. Parce que c'est une maladie à vie. Donc, nous voyons qu'aujourd'hui, le sida, c'est un peu relaxant plus que cette maladie dangereuse. En ce qui concerne la drépanocytose, je n'ai pas des informations sur ça, mais grâce à les explications de notre directeur, j'ai compris au moins qu'à partir d'aujourd'hui, je peux chercher des informations pour bien comprendre cette maladie. J'ai déjà fait, parce que je suis marié, donc avant de se marier, c'est très indispensable de le faire d'abord. Je suis AA. Vraiment, ils mettent ceux qui ne font pas ces analyses avant le mariage, mettent vraiment en difficulté leurs enfants. C'est très très grave, c'est très important parce que c'est une maladie, ça dit qui détruit quoi. Ça détruit carrément le foyer. La drépanocytose, c'est une maladie liée à l'hémoglobine. C'est une anomalie génétique qui est transmise de manière héréditaire. Vous êtes malade drépanocytaire si vous avez reçu le gène malade de votre papa et de votre maman. Il y a deux types majeurs de drépanocytose. Il y a la drépanocytose SS et la drépanocytose SSC. Des deux types, il y a la forme SS qui est la plus grave et la forme SSC qui est la moins grave. Généralement, les signes de la drépanocytose, c'est-à-dire les symptômes, il y a l'anémie, il y a les douleurs au niveau des os, il y a souvent les infections qui sont fréquentes, il y a aussi les atteintes de tous les organes à la longue chez le drépanocytaire. Pour savoir qu'on est drépanocytaire, il faut faire le test de l'électrophorèse de l'hémoglobine. C'est l'unique test qui permet de savoir qu'on est drépanocytaire ou non. Non, je ne connais pas. Je vais chercher à en savoir plus. J'ai déjà fait mon électrophorèse. Je suis un porteur sain, je suis AS. Je suis bien portant. Mais si je prends une femme AS, bientôt on peut avoir un enfant drépanocytaire. Je conseille les jeunes à faire leur test de l'électrophorèse de l'hémoglobine. Parce que si tu ne fais pas ton test, tu peux être porteur sain comme moi. Et quand tu vas te marier, c'est à la naissance de l'enfant que tu te surprendras que tu es un porteur sain et tu vois ton enfant drépanocytaire et tu ne peux plus revenir en arrière. Ah ben, je pense que l'émission est finie, on va rentrer à la maison parce qu'avec l'intervenant, il a donné quand même assez d'informations. Je m'en vais vous présenter donc les invités sur le plateau ce soir. Professeur Arouefa Vovo, vous êtes hématologue. C'est-à-dire que c'est la spécialité qui étudie le sang, c'est ça? Exactement. Le sang et sa composition. Exact. Et donc c'est de votre spécialité que dépend la gestion, la prise en charge, entre autres, de la drépanocytose. Exactement. De nous, hématologues, mais tout médecin devrait pouvoir prendre en charge un drépanocytaire. Je finis tout de suite de présenter le panel et vous nous direz ce que c'est que cette maladie. On a commencé par en parler dans le sujet, oui, mais bon, plus professionnellement, plus en détail, vous nous en parlerez. À vos côtés, nous avons Madame Catherine Stone.
Merci d'être sur ce plateau, dans ce salon de la femme. Ce soir, vous êtes présidente de la Fondation Caring for All, très engagée depuis quelques mois sur la cause de la drépanocytose, parce qu'en fait, c'est un vécu personnel à vous. Bien sûr. C'est votre fils. Un vécu personnel, mon fils, le seul. SS. Donc vous comprendrez bien que je suis là bien placée pour vous expliquer la douleur et la douleur, le stress et les dépenses qui suivent cette maladie. On va en parler. Alors, vous n'aviez pas fait votre électrophorèse au début avec votre conjoint? J'aurais été sensibilisée. Vous ne saviez pas, vous n'aviez pas l'information? Pas du tout. Pas du tout. C'est pourquoi je suis engagée, parce que mon problème, c'est que une des choses que j'ai apprises à l'étranger, une des valeurs que j'ai acquises, c'est qu'une fois vous êtes passé par une douleur, il faut partager pour que les autres ne tombent pas dans la même douleur. C'est ça mon combat. C'est cela. Ouais. Vous partagerez votre expérience avec nous. Merci d'être aussi forte et d'être aussi engagée et d'être dans ce salon ce soir. Merci. Monsieur Steve Boyona, il est promoteur du club littéraire. On se demanderait bien ce que le littéraire vient chercher dans une émission pareille. Juste parce qu'en fait, lire ce livre, vous l'avez lu, hein, Madame Stone, quand vous avez lu le document avant de revenir à vous. Vous m'avez donné ce livre le jour de mon départ vers Niamey. Oui. Je suis partie à Niamey, je n'avais pas eu même pas de seconde. J'étais tirée de gauche à droite. Je suis rentrée, je suis tombée malade. J'ai commencé à peine et me voilà. Et puis ici. voilà l'émission. Voilà. Donc j'aurai tout mon temps. Oui, c'est ça. C'est quand même, c'est dramatique, c'est difficile. C'est comme vous partagez votre vie pour sensibiliser les autres. C'est de la fiction, hein? Mais c'est tellement réel. C'est tellement réel que ça ne peut que sensibiliser. Absolument. Donc nous avons choisi, à partir de ce livre, de nous sensibiliser les uns les autres aujourd'hui sur les problèmes de mariage. Ça parle de stérilité, et ça parle donc du drame de la drépanocytose complètement. Le titre, il est assez éloquent. Quand on se bat, Steve, pour garder l'enfant que l'on met au monde, et que l'on va souffrir et qui peut mourir à tout moment. À tout moment, ouais. C'est cela. Oui, c'est d'ailleurs le mérite justement de cet ouvrage, et de mettre justement en lumière ces drames, ces difficultés que vivent certains couples. Et je crois que c'est tout le mérite et c'est ce qui justifie d'ailleurs que la présente émission s'inspire donc du contenu de l'œuvre dans le cadre du débat de cette soirée. Merci d'être aussi dans le Salon de la Femme ce jeudi soir sur la télévision togolaise. Alors vous nous suivez sur la TVT partout. Vous pouvez également nous suivre sur l'application TVT Live partout dans le monde, sur Internet. Vous pouvez nous envoyer vos réactions sur la page Facebook de l'émission. Denis Voici, qui administre la page, se fait toujours le plaisir d'envoyer les réactions que nous lirons. Ou alors vous envoyez un SMS au 70 46 46 37. Le numéro va s'afficher dans un instant au bas de l'écran et vous pourrez le voir par WhatsApp, par SMS. Les vécus, vos histoires, vos questions concernant donc la drépanocytose sont les bienvenues dans l'émission de ce soir. Alors, professeur Vovor, la drépanocytose, on l'appelle aussi généralement hématie. En vernaculaire, époux d'huile, ça a différents noms. Pour certains, c'est de la maladie, c'est une maladie. Pour d'autres, c'est une malédiction. Qu'est-ce que c'est que ce mal-là? La drépanocytose, c'est une maladie du sang qui est caractérisée par une anémie et des douleurs osseuses. L'anémie, c'est manque de sang. C'est manque de sang. D'accord? Donc, on parle, nous, d'anémie hémolytique parce que les globules rouges se cassent. Les globules rouges dans la drépanocytose ont la forme d'une faucille ou d'une banane. D'accord? Alors que les globules rouges, normalement, c'est une forme ronde. Ils sont ronds. Et ces globules rouges qui ont la forme d'une faucille sont rigides, donc ils se cassent dans la circulation. Et quand ils se cassent, ça entraîne une anémie. Alors qu'on sait que c'est les globules rouges qui transportent l'oxygène, qui alimentent l'organisme. Exactement. Alors, normalement, l'enfant drépanocytaire, il est anémié, il a une ictère et il a une grosse rate. C'est comme ça qu'on les découvre. Mais il peut avoir des crises. Et ces crises sont des crises douloureuses. Donc, il y a
mal dans les articulations, mal dans les os. Et pourquoi cela? C'est parce que, vous voyez, les globules, ils sont normalement ronds, mais là, dans la drépanocytose, ils prennent la forme d'une faucille. Et quand ils arrivent dans les petits vaisseaux, ils ne peuvent pas continuer, ils ne peuvent pas circuler. Puisque normalement, un globule rouge peut se mouvoir, ça peut prendre la forme et circuler dans les petits vaisseaux. Arrivé au niveau des petits vaisseaux, ils vont boucher les petits vaisseaux et c'est ce qui va entraîner la douleur. Ok. D'accord. Et quand ils se cassent également dans la circulation, c'est ce qui entraîne l'anémie. Donc la drépanocytose se caractérise par une anémie et surtout des douleurs osseuses. À vie. À vie. À ce jour, on n'a pas de traitement comme on aurait un traitement pour le paludisme et tu guéris, non? On ne traite pas, on a la drépanocytose, on vit avec. En Europe, il y a des traitements qui permettent de pouvoir, je veux dire, traiter, si vous voulez, c'est la greffe de moelle osseuse ou la thérapie génique. Mais ici, nous n'avons pas la greffe de moelle osseuse. J'imagine que c'est une grosse intervention. C'est une grosse intervention, pas tellement parce que, quand je dis pas tellement, c'est pas des gestes difficiles, mais ça coûte très cher. Oui, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Donc, ce n'est pas, nous, on n'en a pas ces moyens. On prend la moelle de quelqu'un d'autre ou bien c'est ta propre moelle qu'on te greffe? Non, on va prendre de ton frère qui est porteur, qui est sain. Qui est AA, oui. Et on va transférer pour que de SS que tu étais, tu deviennes AS. Exactement. Mais c'est très difficile, c'est lourd, c'est très cher. Et pour nous ici, ce qu'on fait, c'est traiter les crises. Mais l'idéal, c'est qu'on puisse faire le dépistage à la naissance. Donc peut-être que nous en reparlerons. Oui, on en reparlera. Il faut qu'on puisse faire le dépistage à la naissance. On en reparlera forcément. Donc c'est des crises qu'il faut gérer. Ça peut être fatal. Est-ce qu'on peut en mourir? On peut mourir de la drépanocytose. Des crises, parce qu'on dit souvent que... En fait, le problème est que quand tu es drépanocytaire, que tu es découvert drépanocytaire, il faut se plier aux exigences du médecin qui te prend en charge. Tu dois aller aux consultations régulièrement. Que tu sois en crise ou pas en crise, que tu aies un problème ou pas, tu as rendez-vous tous les 2 mois. Si tu es drépanocytaire SS, il faut que tu te présentes à la consultation. Maintenant, si entre-temps tu as eu un problème, il faut également aller à la consultation. La régularité de la consultation, de la prise en charge, évite beaucoup de complications. C'est cela, c'est complètement ça. Et il paraît qu'il faut éviter, sous nos cieux, d'avoir le paludisme. Il faut éviter d'avoir le paludisme est très... C'est la fièvre. Okay. Il faut éviter d'avoir de la fièvre. Qu'est-ce que la fièvre, elle fait? Pourquoi? Mais quand tu as de la fièvre, souvent c'est le palu, et le palu entraîne la destruction. Et les globules rouges se cassent également. Qui sont déjà fragiles à la base. Voilà. Ah, okay. Donc tu vois que la fièvre, ce n'est pas bon. Okay. Il faut éviter également l'humidité. Souvent, quand il pleut, nous, on va sous la pluie. Il ne faut pas que les enfants aillent sous la pluie. Il faut éviter d'aller en hauteur parce qu'on a une diminution de l'oxygène quand on est en hauteur. Donc, autant de facteurs qui peuvent déclencher la crise. Et qu'on t'apprend, quand tu es drépanocytaire, que tu viens à l'hôpital, on te dit les facteurs qui peuvent déclencher ta crise. Toi-même, en te connaissant également, tu peux savoir ce qui déclenche ta crise et tu l'évites. Le stress peut entraîner également des crises. L'activité physique, peut-être? Le sport peut être intensif, mais il ne faut pas être privé un drépanocytaire de faire du sport. Il ne doit pas faire du sport de compétition, mais il peut faire un peu de sport pour se maintenir. Il faut savoir ses limites. C'est ça. Alors, est-ce qu'on est drépanocytaire aussi bien en Afrique qu'ailleurs, ou bien c'est une maladie de l'Afrique seulement? Ce n'est pas une maladie de l'Afrique seulement, parce qu'on retrouve la drépanocytose en Inde, on la retrouve dans le bassin méditerranéen, donc en Grèce, dans le sud de la France, donc en Afrique également. Donc pourquoi est-ce qu'en haut, dans cette zone, il n'y en a pas? C'est-à-dire? Genre, si c'est que dans le sud de la France, on peut se dire peut-être que dans
dans le nord ou bien dans les autres pays, dans certains pays, il n'y en a pas, peut-être, je ne sais pas, c'est une question. Hein. Non, il y en a partout. Il y en a partout. Aujourd'hui, en France, il y a beaucoup d'épanocytaires. Okay. Il y en a partout. Il y a beaucoup d'épanocytaires. Est-ce qu'on a des statistiques au Togo? Alors, les statistiques que nous avons au Togo, nous avons à peu près 4% de la population qui serait drépanocytaire majeur, c'est-à-dire SS ou SC. 4% de la population serait drépanocytaire. 16% de la population serait porteur du trait S. Wow. C'est-à-dire, quand on dit AS, hein, on a vu le jeune homme qui nous a parlé de la forme AS, qu'il était AS, lui. Donc, 16%. Les porteurs, c'est comme moi. Exactement. Moi, je suis AC. Voilà, AC, donc attention. Oui. Il faut faire attention, il faut chercher son partenaire. Non, il ne faut même pas qu'il ait un C ou bien un s'il y en a. Bonjour l'amour, au revoir l'amour. Oh, bon, on va en parler. On en reparlera également. Oui. Donc, pour ce qui est du trait C, que l'on retrouve beaucoup plus au nord, parce que le plateau voltaïque, donc vers le Burkina, donc le trait C est plus fréquent. On en trouve autour de 12% de sujets qui sont porteurs du trait C au Togo. Donc, ils sont assez. Donc, la combinaison de ces gens-là risque de gonfler le nombre de malades. Non, justement, c'est en croisant qu'on trouve qu'on a 4%, on a à peu près 2%, 2,3% de la population qui est SC et 1,6% qui est SS. Voilà. Donc, les porteurs, qui serait SS. Donc, les porteurs sains devraient se connaître. Oui. Pour ne pas aggraver les statistiques. Par rapport quand même aux statistiques dont nous parlons, l'idéal serait qu'on fasse le dépistage à la naissance qui nous permettrait de savoir exactement les fréquences. Oui. Parce que beaucoup d'enfants meurent en bas âge qui sont des drépanocytaires qu'on ne connaît pas. Vous voyez ? Il faudrait vraiment qu'on puisse faire le dépistage néonatal pour avoir la fréquence exacte des drépanocytaires, du trait S, du trait C. Et également, en faisant ce dépistage à la naissance, ça permettrait aussi, si on a les enfants SS et SC, de bien les prendre en charge. Les prendre en charge, parce qu'il paraît que la prise en charge, quand elle est précoce, il paraît que c'est peut-être déjà 5 mois que l'enfant commence... À 5 mois, l'enfant peut commencer à faire des crises. Alors, si je vais me référer au livre que nous avons lu, Olamide, la petite Olamide, à 5 mois. Bon, dans le livre, c'est vraiment dit qu'elle est morte tout de suite, mais normalement, c'est à 5 mois que les enfants commencent à faire les crises. Et ça commence par les gonflements des dos des mains, des pieds. Ça s'appelle le syndrome pied-main. C'est-à-dire donc, les bébés ont les mains, les pieds gonflés. Les mains, les pieds gonflés, parce que justement, comme je disais tout de suite, les vaisseaux sont bouchés par les hématies qui ne prennent pas la forme normale, qui restent toujours et qui vont boucher les petits vaisseaux. Donc, ça fait des douleurs. C'est comme ça qu'en général, les douleurs commencent chez les enfants drépanocytaires. Et donc, quand vous avez un enfant, donc à partir de 5 mois, qui continue pas à pleurer, qui ne s'arrête pas, qu'on allait. Et qu'on voit que ses mains sont un peu tuméfiées, c'est un peu enflé, mains, pieds. Il faut aller consulter. Mais si on arrive à faire le dépistage à la naissance, je pense qu'on peut éviter ces complications. Parce que souvent, en Afrique, on découvre les enfants à la complication et ce n'est pas bon. Alors, si on les dépiste plus tôt, c'est une prise en charge, un accompagnement. Ça n'empêche pas que l'enfant fasse des crises. Mais peut-être c'est réduit, c'est ça? C'est-à-dire quand on le prend en charge très tôt, quand l'enfant naît, il n'est pas drépanocytaire, il ne présente aucun signe. C'est à partir de 6 mois qu'il présente les signes. Donc, dès qu'il naît, déjà, on informe les parents. Que vous avez un enfant qui est malade. On fait les vaccinations, on le suit, on commence déjà à le suivre et on peut anticiper. Alors que si les parents ne savent pas qu'ils sont porteurs du trait et qu'ils ont un risque d'avoir un enfant drépanocytaire et que la maladie vient vous surprendre, vous comprenez que non seulement l'enfant souffre, mais les parents également souffrent. Et souvent, malheureusement, c'est les femmes qui en prennent un large... Ben oui. Parce que elle est avec le bébé à la maison, non seulement avec le bébé à la maison, la belle famille va venir dire que c'est elle qui est
la sorcière. Bien sûr. C'est dans le livre également. Hein? Et donc, c'est vraiment un poids pour la femme. C'est un poids pour la femme parce que souvent en Afrique, nous les femmes, on n'aime pas reléguer au deuxième rang, mais quand un problème arrive dans un couple, c'est la femme. Tout c'est la femme. Même la stérilité du couple, c'est la femme. C'est toujours la femme. C'est toujours la femme. Bon, il rassemble tout. Malheureusement, on n'a qu'un seul homme sur le plateau. L'ego des hommes fait que souvent, ils ne disent pas toujours tout. Mais les femmes en Afrique, je trouve que Madame Stone, je ne sais pas. Hein. C'est vrai, là. Mais nous souffrons beaucoup. Vous avez tout dit. Moi, c'est ça mon combat. Alors, dites-moi, avant de venir à vous, si vous permettez, est-ce que la drépanocytose peut peut-être faire des fausses couches ou bien des morts-nés? Je ne sais pas, parce que l'enfant... Vous voulez dire, une femme drépanocytaire peut faire des morts-nés? Une femme drépanocytaire, si OK, il faut que la femme même, elle soit drépanocytaire. Pas que porteur de traits. Si les deux parents sont porteurs de traits et que l'enfant... Bon, on ne sait pas, puisque l'enfant sera mort-né ou bien sera... On ne sait pas, mais est-ce que juste être porteur de traits peut entraîner des fausses couches ou bien des morts-nés? Non. Ça, c'est comme toutes les femmes. OK, qui peuvent faire des fausses couches et des morts-nés. Maintenant, si la femme, elle met drépanocytaire, elle a des risques de faire des fausses couches et des morts-nés. C'est pour cela que les femmes drépanocytaires sont suivies aussi bien par les hématologues que par les gynécologues obstétriciens. Et c'est une prise en charge conjointe commune. Okay. Et même par rapport à la drépanocytose, c'est vrai, les hématologues prennent en charge, les pédiatres prennent en charge, mais arrive un moment où la prise en charge devient multidisciplinaire. Parce que quand l'enfant va grandir, il va avoir, enfin même pas... Des problèmes d'yeux. Des problèmes de cœur, il peut y avoir des AVC, il peut y avoir des problèmes néphrologiques, des problèmes de reins. Donc, c'est une prise en charge qui est multidisciplinaire. Donc, partout où le sang passe, il peut avoir problème là-bas. Exact. Pour un enfant ou une personne drépanocytaire. On peut éviter d'en fabriquer, hein. Des enfants comme ça. Bon, le débat est posé, on va en parler. Madame Stone, à quel moment est-ce que vous avez découvert la maladie de votre enfant? Eric, mon enfant, le seul. Il a quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, il a un jeune homme de 20 ans, un peu plus. Oui. Mais je le salue au passage. C'est un enfant qui souffre. À quel âge? À l'âge de 6 ans. Non, même pas, à l'âge de 4 ans. On a commencé que l'enfant commence à gonfler le ventre. Il est comme un enfant, je ne comprends pas. Alors, il n'avait pas de crise avant? Non, pas du tout. Non, il n'avait jamais eu de beau crise. Comme tout. Oh là, il était né beau, gros. Et jamais de crise? Même pas. Ça peut arriver comme ça, madame, professeur Vovor, que jusqu'à 4 ans, il n'ait jamais eu de crise? Il était hyper bien portant, gros. Mais tout d'un coup, mon fils commence à changer. Je le vois, il commence à avoir un gros ventre. Et pourtant, il mange bien. Il y avait tout le monde à la maison pour s'occuper de lui. On l'amène à l'hôpital et on découvre. Moi, je n'ai jamais été sensibilisée. Personne ne me l'a jamais dit. Il faut même savoir dans quelles conditions l'enfant est né. Nous sommes africains. On veut forcer dans un mariage, c'est ce qui se passe. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, cet enfant est né comme ça. Vous comprendrez bien que je suis porteur sain. Et donc, le papa, forcément, il est porteur sain également. Donc, Eric n'a trouvé mieux que de prendre le S chez moi, prendre le S chez son papa, et nous voilà ici, il souffre. Donc, Eric, il est venu me rejoindre aux États-Unis. Je l'ai amené tout petit aussi. Les Américains, en ce moment-là, ne connaissaient pas trop ce que c'est que la drépanocytose. Ils pensaient que mon fils avait le sida. Parce que quand tu vois un enfant drépanocytaire, il ressemble à peu près comme ça. Il est maigre. Voilà, il est maigre, les yeux sont tout rouges. Alors, ce jour, je l'ai amené à l'aéroport, arrivé quelque part, comme il faisait des crises, directement, on est parti à l'hôpital et les médecins n'ont pas compris. Ils ont pensé que mon fils, je suis venue pour l'abandonner et partir. Donc, de l'aéroport, nous sommes restés à la clinique. Ils ne veulent pas que je quitte parce que très souvent, les gens laissent leur enfant. Ils vont fuir. Ils s'en vont. Je suis restée du matin jusqu'au soir sans rien manger. Et donc, à partir de là, ils sont obligés de garder l'enfant parce qu'en Amérique, si tu ne le fais pas, je suis capable de vous porter plainte et puis vous aurez des sérieux problèmes. Donc, ils ont gardé l'enfant. Eric, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a même pas un seul mois qui ne va pas faire 2 fois chez les médecins.
il s'en va. Ce qui a fait que je suis rentrée dans ce combat, la dernière fois je suis partie aux États-Unis, tu sais maintenant que je suis beaucoup plus en Afrique que les États-Unis. J'étais à New York pour aller prendre des cours de communication approfondie. Le jour d'arrivée, le lendemain, on m'appelle qu'Eric est malade. Il est à Atlanta, moi j'étais à New York. Je prends le vol, je laisse mon cours, je m'en vais. Il est à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une crise. Dès que j'arrive, il me voit, on dirait quelque chose se passe. Il est guéri, on va à la maison. Je retourne, il retourne à l'hôpital. Je reviens. C'est le stress. On dirait, c'est ce que j'ai compris. Donc, il ne voulait pas que je... Mais un vieux comme ça, il ne voulait pas que je le lâche. Il dit un vieux. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'il souffre. Mon combat à moi, c'est parce que je n'ai jamais été sensibilisée. Sinon, vous n'auriez pas fait ce choix-là. Je ne veux pas ça. Parce que c'est coûteux, c'est stressant, c'est douloureux, c'est frustrant. Ta vie est complètement foutue. Et c'est pourquoi on me demande, mais pourquoi tu n'as pas fait une deuxième? Je dis, mais ça ne vous va pas. Qui veut ça deux? Franchement, qui veut un deux comme ça? Vous avez peut-être aussi eu la chance de faire un AA ou un AS non, aussi. Ça dit que je suis traumatisée. C'est pas faux. Il y a aussi la chance toujours d'avoir un SS toujours. Non, je suis traumatisée. C'est pas faux. Non, sincèrement, parce que quand vous avez un enfant comme ça, entre vos jambes, surtout que le papa il n'est pas là, comme madame venait de dire, nous les femmes, nous sommes celles-là qui... Les hommes, ils s'en vont. Excusez-moi, vous êtes seuls, hein? Mais vous partez, vous laissez les pauvres dames tout seuls. Oui. C'est pourquoi surtout avec un enfant malade. Avec un enfant malade. Malédiction, c'est la femme là qui... Voilà, et donc ils sont partis. Et tu es toute seule, et tu es là, tu fais ce que tu peux. Moi, aujourd'hui, je me balade dans tous les sens pour en parler. Vous connaissez bien ce que je fais. Je n'ai pas arrêté, je continue. Je suis même déjà hors du Togo, en train d'en parler tout le temps. C'est cela. Parce qu'il faudrait qu'en âge de procréation, c'est à eux qu'il faut qu'on s'adresse. Il faut que quand les filles commencent à se faire des petits bisous là, il faut d'abord savoir ce que tu portes. Parce que nous, on ne veut pas des enfants drépanocytaires. Il faudrait qu'on prenne le problème par la racine. Parce que si on ne fait pas des enfants drépanocytaires, on n'ira pas à l'hôpital. J'ai été au Niger l'autre fois, j'ai été visiter leur centre, c'est pitoyable. Une seule femme avec 3 enfants alignés sur le même lit. Patate. La dame était la génération où on ne sensibilisait pas. Donc, elle ne savait rien. Elle a fait tous ses enfants malades. Elle était là. L'autre avec le pied, l'autre le ventre, l'autre la tête. Elle est la seule. Il n'y a pas le monsieur. Hein. Elle est la seule. Donc, c'est pour vous dire que le gars venait de parler. Ce n'est pas possible de ne pas écouter quand on vous dit « faites d'abord le test ». C'est vraiment grave. Heureusement qu'il y a la drépanocytose, moi, je ne suis pas médecin. Vous voyez une dame ici qui est une dame enragée. Je suis énervée contre cette maladie. Je suis très, très fâchée contre cette maladie. C'est la seule maladie qu'on peut éviter. C'est ça. Elle est très, très grave, les médecins mais on peut l'éviter facilement. Moi, je ne suis pas docteur, mais j'ai tellement su cette maladie, je peux les yeux fermés, expliquer. La drépanocytose, on peut l'éviter. Complètement. En faisant quoi? En faisant tout simplement le test. Donc, je demande aujourd'hui, c'est un appel, sensibilisons nos filles, surtout les filles, sensibilisons nos filles. Enfin, avant de dire je t'aime à un homme, avant de passer à un acte qui peut découler à un enfant, qu'on soit marié ou pas, avant de passer à un acte. Parce qu'à la fin, tu seras la seule devant les filles. Oui, c'est ça. Et c'est pas gai. C'est pas gai du tout. Aujourd'hui, Eric, j'imagine que sa vie est bousculée un peu. Très bousculée. Parce qu'à l'hôpital tout le temps... C'est comme ça, c'est tout le temps. Vous savez, Dieu fait des choses qu'on ne comprend pas. Ils sont malades, mais ils sont les plus intelligents. Oui, ils sont des enfants très, très intelligents. Eric, il est dans une grosse boîte, malgré son jeune âge. L'autre fois, je suis partie, le monsieur Leblanc me pose la question, « Don't you have two like this ?» Je dis, non, je ne peux pas avoir 2 comme ça. Oui, il veut 2 intelligents comme ça. Lui, parce que c'était un petit génie. Il tient toute une boîte, tout seul, et il gère, il travaille dans une boîte de communication, Verizon, si vous connaissez. Et il est là-bas, et Leblanc me demande si je n'en ai pas 2 comme ça. Je dis, je ne peux pas. Gardez-le s'il est bien, gardez-le là-bas. Je ne peux pas en avoir 2. Donc, c'est pour vous dire, sa vie est bousculée. Alors, lui, il sait aujourd'hui que lui, dans ses choix, il doit faire vraiment gaffe. Il n'en veut même pas, c'est-à-dire, il est fâché. Eric est fâché plus que moi. Parce qu'il se pose la question, why me? Pourquoi moi? Je dis, mais je suis pareil. Mais seulement le mien n'est pas aussi intense comme toi. Donc, c'est stressant,
Moi, quand j'en parle, j'ai les larmes aux yeux parce que les enfants n'ont jamais rien demandé. OK? Ils n'ont jamais rien demandé. Quelqu'un a refusé de nous sensibiliser, de nous parler, de nous dire la vérité. Peut-être que la personne n'avait pas l'information aussi. Alors, une question quand même, quelqu'un dit qu'il paraît que quand un drépanocytaire africain il voyage en Europe, sa maladie se calme. Mais c'est pas ce qu'on a constaté avec vous. Alors ça s'est calmé? Ça s'est calmé. Oui, Eric aurait été en Afrique, moi je l'aurais enterré depuis. Ça s'est calmé pourquoi? Madame professeure avait déjà dit, il faut que cet enfant ne s'énerve pas, il faut qu'il mange bien, il faut qu'il se repose, il ne faut pas qu'il fasse beaucoup de sport. C'est-à-dire, il connaît sa maladie, donc il suit. Eric a un frigidaire spécial d'où il prend l'eau, il ne boit pas n'importe quoi. C'est ça. Donc moi je dis... C'est une hygiène de vie autre. Autre. Est-ce qu'au-delà de ces raisons, madame, est-ce qu'il y a quelque chose qui explique que... ou alors, est-ce que c'est vrai, avéré, ou c'est des constatations empiriques qu'un drépanocytaire africain, il va en Europe, ça se calme? On a dit ça à ma soeur également, hein, que si elle s'installe en Europe, ces crises, ça devrait baisser. C'est l'hygiène de vie. Hein. Ah ok, le paludisme qui provoque les crises. Cause de mortalité des drépanocytaires. Ok, le paludisme est la forte cause de mortalité des drépanocytaires. Oui. Ah ok, donc le paludisme... Quand on arrive en Europe, on n'a pas de palud. Il n'y a pas de moustique. Voilà. Donc il y a moins de crises. On va faire des crises quand même. On peut. On peut faire des crises comme on ne peut pas faire des crises. Ok, mais ce n'est pas récurrent et grave comme si on était ici. Mais ça peut être aussi grave. Dans une même famille, vous pouvez avoir deux drépanocytaires, même père, même mère. Un fera beaucoup de crises, l'autre n'en fera pas. Ça dépend de l'organisme de tout un chacun. Exactement. Ça dépend de l'organisme. Alors quelqu'un dit, on dit aussi que si une fille ou bien une femme drépanocytaire donne des enfants, elle accouche, la maladie disparaît, bien ça la soulage. C'est pas vrai. Le professeur dit de tout. Non, ça ne la soulage pas. Au contraire, quand une femme enceinte, une femme drépanocytaire qui accouche, dans les suites de couches immédiates, il faut faire très attention parce qu'elle peut faire une crise et en mourir. Oui. Bon, déjà, pour faire la grossesse, pour pouvoir avoir la grossesse, il faut qu'elle soit suivie. Pendant la grossesse, il faut qu'elle soit bien suivie. Et quand elle accouche, les suites, tout de suite de l'accouchement, il faut vraiment faire attention parce qu'elle peut faire une crise et la crise peut être fatale. C'est quoi toutes ces fragilités-là? Wow, autant que ça? Donc même après la grossesse, elle peut avoir... Après, dans les suites de l'accouchement, il faut faire très attention. Alors, que quand on prend de l'âge aussi, les signes changent. Qu'on n'a plus vraiment mal dans les os, mais que ça attaque peut-être les yeux, que ça se transforme autrement, c'est ça? Quand on prend de l'âge, souvent, quand on est jeune, les adolescents, on leur donne pas aller en boîte parce qu'il y a de la fumée et tout. Ils ne veulent pas. Mais quand ils commencent à grandir, les crises s'estompent, mais ça ronge les organes, les yeux, le cœur, le poumon, les reins. Donc, ils n'ont plus mal dans les os. Ils n'ont plus mal beaucoup dans les os, mais ça attaque d'autres organes. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils aillent vraiment en consultation. La consultation régulière, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas rater. Il ne faut pas se dire, bon, maintenant, ça va mieux, je ne fais plus de crise, donc je ne vais plus à l'hôpital, je ne vais plus au contrôle. Et fuir son médecin traitant comme la peste, non. Et souvent aussi, quand on est drépanocytaire, on court de médecin en médecin. C'est pas bien. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut se faire suivre par un médecin. Oui, un médecin ou un groupe de médecins, parce qu'on pense toujours qu'on va trouver mieux. On dit tel médecin est arrivé, il soigne la drépanocytose. Même quand tu quittes un médecin pour aller chez un autre médecin, il faut avoir ton dossier médical avec toi. Pour que l'autre il sache un peu tout ce qui a été fait, le terrain sur lequel il va agir. Voilà. Sinon, c'est un éternel recommencement et ce n'est pas bon. Alors, une autre question avant de devenir à M. Steve. Là, c'est une confusion que le téléspectateur il fait. J'espère que vous allez lui expliquer mieux. Il dit, moi, je suis O+. Ma partenaire est A-. Nous sommes en fiançailles pour le moment. Est-ce que ça peut entraîner la drépanocytose? Je ne maîtrise pas ça. Donc là, c'est complètement le groupage. En parlant de O+ et de A-, il parle de son groupe sanguin ABO Rhésus grandé. Ça, c'est le groupage sanguin. C'est différent. C'est différent. Ça n'a rien à voir avec la drépanocytose. Qu'est-ce qu'il faut que cette personne fasse maintenant? L'idéal serait qu'elle puisse aller se faire dépister pour savoir si elle est porteur du trait ou pas. On parle de dépistage, de tests. C'est faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. L'électrophorèse de l'hémoglobine. Il y a quelqu'un qui en a parlé. Oui.
faut faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. Les deux Oui, partenaires. les deux partenaires devraient se faire faire. Et quel serait le meilleur des cas pour eux? Que ce soit que les deux soient. S'ils sont tous les deux porteurs, ils sont tous les deux AA. S'ils sont tous les deux AA, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Maintenant, si l'un est AA, l'autre est AS ou AC, il n'y a pas de problème, ils peuvent se marier aussi. également. Maintenant, s'ils sont tous les deux AS, ils ont un risque. Ou bien s'ils sont tous les deux, l'un est AS, l'autre est AC, ils ont un risque sur 4 d'avoir un enfant qui est soit SS, soit SC. Et c'est bien grave. Et c'est comme une loterie, hein, parce que ils peuvent avoir, s'ils veulent, parce que souvent les gens disent, oui, au premier enfant, tu auras un enfant qui sera AA, l'autre. Non, tu peux avoir les 3, 4, 5 grossesses. SS ou bien SC. Exactement, ou bien les avoir tous sans qu'aucun ne soit porteur du trait, ni ne soit drépanocytaire. Mais tant qu'il y a une forte chance d'avoir des enfants malades... C'est un risque, ce n'est pas une chance. Vous voyez, parlons de chance. Non, bon risque ou chance. Parce que là, vraiment... Quand on est SS, c'est un risque. C'est un gros risque. Voilà, quand on est AA, c'est une chance. Quand on est AS, porteur du trait, c'est une chance également. Oui. Mais le risque, c'est quand on est SS ou SC. Oui. Donc, téléspectateurs, vous parliez de votre groupe sanguin. Ce n'est pas de l'électrophorèse, il faut aller faire l'électrophorèse. Et j'ai eu dit qu'il y a une activité qui va se dérouler sur le campus de Lomé la semaine qui vient, la semaine prochaine. Un groupe d'étudiants qui va faire proposer des dépistages à l'électrophorèse. Je pense que le message, il va de plus en plus maintenant. Voilà, vous êtes dans un centre médical, dans un centre de santé, vous vous faites faire l'analyse, vous deux, et vous vous faites expliquer le résultat par le personnel de santé et vous prenez la meilleure décision qui doit s'imposer à vous. Merci donc de réagir. Vous réagissez très nombreux. Preuve que le sujet, il ne vous est pas... vous n'êtes pas indifférent au sujet. Voilà. Monsieur Steve Bojona, la fiction de ce livre-là, comme je le disais, c'est une fiction, madame. Vous l'avez lu aussi, hein? Je l'ai lu en entier. Après, on se dit que ce n'est pas de la fiction, tellement c'est réel, parce qu'on en entend des cas comme ça. Et vous avez lu le livre, quel était votre sentiment à vous déjà, à la première lecture, quand vous avez découvert l'ouvrage? Alors, déjà, avant de venir à mon sentiment, je dois dire que lorsque nous parlons de l'écrit d'un auteur, nous avons souvent l'habitude de nous demander si c'est une fiction ou si c'est de la réalité. Entourer le travail d'un auteur purement et simplement de la fiction, c'est comme si nous sommes en train de détacher l'auteur de son milieu. Il n'y a pas, en fait, d'écrit d'un auteur qui est une pure fiction à 100%. Il y a toujours un ressenti de la personne, le vécu réalité, de la personne. Voilà, soit par la personne, soit par personne interposée, donc dans le cadre justement de ce que l'auteur vit dans la société. Quand j'ai lu l'ouvrage, en fait, j'ai juste confirmé en quelque sorte ce qu'est le rôle de l'écrivain, qui est toujours de partager un message, de sensibiliser. Parce que toute personne qui lit l'ouvrage, en réalité, je prends l'exemple justement de ceux qui posent des questions actuellement au cours de l'émission. Quand vous êtes par exemple dans un processus de mariage et que vous lisez l'ouvrage jusqu'à la fin, si vous n'allez pas vous faire dépister avant justement de continuer votre processus, c'est que vous êtes peut-être... C'est que vous n'avez pas lu l'ouvrage. Voilà, ou que vous êtes peut-être un suicidaire. Parce que là, quand vous lisez, vous êtes systématiquement sensibilisé. Ça vous choque. Voilà, et surtout à la manière dont l'auteur a conduit. Vous voyez le premier enfant, Olamide, qui, dès sa naissance, voilà, qui meurt. Et ensuite, le second, Suzanne, qui meurt également. Et voilà, le troisième, quand vous voyez comment cela contribue ou provoque justement toutes les difficultés jusqu'à ce que le couple aille jusqu'à être... Voilà. Donc, quand vous voyez tout cela, naturellement, le premier déclic, c'est de dire, je ne veux pas vivre ça. Il faut aller faire ce test. Absolument. Voilà. Je veux donc, pas vivre ça. Ce n'est que la sensibilisation qui continue. Complètement, voilà. Quoi, complètement. Et au-delà de la drépanocytose, ça aborde bien d'autres sujets également. Tout à fait. Des sujets de société. Mais c'est le cliché, pas le cliché, mais c'est le tableau clair, vous le disiez, du malheur de la femme sous nos cieux, de ce qu'elle peut vivre
de ce qu'elle peut... On suppose qu'elle est heureuse, elle, quand son couple ne va pas bien. Je ne sais pas pourquoi. C'était comme si la femme était maso, c'était comme si, quand tout ne va pas bien, elle est là, elle est heureuse que son couple n'aille pas bien, puisqu'on lui impute tous les malheurs du couple. Je n'ai pas compris. Vous avez dit que dans la conscience collective, même quand le mari meurt, c'est la femme qui l'a tué. Ouais. Et que quand ça ne va pas bien dans le couple, quand ça ne va pas bien dans la famille, c'est le sexe on attribue ça à la femme comme si elle avait une fierté à ce que son couple n'allait pas bien. Okay, quoi. Comme si on lui attribue une certaine fierté. Oui. C'est tout ça dans ce document que l'on peut trouver en librairie ici, toutes les librairies ou... Oui, l'œuvre est disponible en librairie, à la librairie Star, à la librairie Mirève et auprès du club littéraire également. Moi, ce qui m'a... Dans ce livre, pour sa dernière grossesse, elle est partie. Bon. Ça a été un courage. Hein. Ouais. Et elle en avait, bon, je ne vais pas dire ras-le-bol, mais elle en avait... Elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. Elle est fâchée, comme Madame Stone. Très fâchée. Elle est fâchée, elle n'a pas vécu la grossesse. Non, elle a vécu sa grossesse. En fait, bon. L'enfant est né. Oui. Et c'est quand il y avait des troubles. Son mari l'a appelée. C'est comme si elle était dans un autre monde. Elle a été indifférente. Complètement. Elle a été indifférente. Elle est repartie. Je crois que c'est au décès de son beau-père qu'elle est revenue. Elle est revenue découvrir. Et elle voyait la petite, elle se demandait si c'était sa fille ou pas. Oui. Et en fait, parce que pour elle, la fille était morte. Oui, parce qu'en fait, elle a bâti une sorte de carapace, de muraille autour d'elle pour ne pas souffrir. Elle était totalement convaincue. Après avoir vu partir son premier enfant et ensuite son second enfant, elle se disait que naturellement, le troisième enfant n'allait pas du tout survivre. Parce que le schéma était pareil. Voilà, donc elle était convaincue. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que l'enfant survive. En fait. Donc c'est sa stratégie de résilience, ça, que de se bâtir cette muraille, cette insensibilité face à l'enfant, et puis après de choisir de disparaître. C'est là aussi de dire que voilà, elle en a perdu 2. Drépanocytaires, mais le troisième est resté. Ça dire que les 2 sont partis. Mais je veux dire, c'est bien beau ce livre-là. Il faut que les gens aient acheté pour bien comprendre, parce que madame a déjà tout expliqué. Ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas acheté. Allez-y acheter le livre. Non, mais je voulais, avant qu'on ne commence l'émission, on discutait quelque chose. Que dois-je faire pour éviter Alors, ceux-là qui ont déjà fait leur test, qui savent qu'ils ne doivent pas se marier, le monsieur a un S quelque part, la dame a un S quelque part, ou C quelque part. Qui auront la malchance de faire des enfants malades. Moi, je veux savoir qu'est-ce que nous devons faire pour les décourager, parce que la chance est là qu'ils doivent faire des enfants malades, parce que ça coûte cher à l'État, parce que ces enfants qui sont nés malades, les parents sont souvent très pauvres. Alors, ça coûte à l'État de payer les frais de ces enfants-là. On ne peut pas les laisser mourir. Or, les parents ont été avertis. Ce sont des parents, moi je pense, à mon avis, qui doivent être punis parce que vous êtes au courant de ce que vous êtes en train de faire. Non, les enfants devraient porter plainte. Non, mais les enfants, quand ils vont grandir, les enfants n'ont s'ils vivent jusqu'à 18 ans. Mais voilà. Et après, vous infligez ces souffrances-là à ces enfants et pourtant vous avez été avertis. Parce qu'on s'aime, c'est difficile quand on s'aime de séparer. Non, ce n'est pas difficile. Madame Stone, par exemple, vous, dans votre cas, dans le temps, vous n'avez pas eu l'expérience là. Supposons qu'avant, que vous ayez su que vous êtes AS, votre mari est AS, mais vous aimez, c'est compliqué, c'est difficile de se séparer. On se dit, l'amour surmonte tout. Et puis Dieu peut faire des miracles. Mais dans ce cas-là, je pense que ça ne se passe pas comme ça. Ça n'allait pas se passer comme ça, je me connais. Ça n'allait pas se passer comme ça. Mais aujourd'hui, Eric est dehors, d'accord, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Mais vous auriez pu éviter si vous aviez l'information. Complètement. Alors là, 200%. Parce que la souffrance que cet enfant-là... Non, c'est pas possible. Tu vois ton enfant en train de mourir, tu ne peux rien faire. Les médecins sont là, qu'on est en train de faire la piqûre à mon fils, je ne peux pas écouter ses cris. Il a tellement mal, je dois sortir de la salle pour aller très loin pour éviter d'écouter les cris de mon fils. C'est comme ça, ça fait mal. Donc moi je dis, si vous avez eu la chance d'aller faire le test et que vous savez que vous êtes porteur, arrêtez.
Ça fait mal au début, mais après, vous allez sourire parce que ce n'est pas facile. Et vous laissez des enfants malades sur les taxpayers, comme les gens qui paient les impôts. Nous, là, on paie les impôts pour nourrir les enfants que vous faites. On vous dit, ne le faites pas. Les enfants sont malades. Et vous savez que vous allez les faire... Non, ce que je dis, c'est au plus profond de moi, ça fait mal de voir que les enfants sont en train de souffrir et les parents ont été avertis. Alors, madame, est-ce que sous nos cieux, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'interdiction pour deux personnes de se marier? Il n'y a déjà pas d'obligation de faire le test, d'avoir l'électrophorèse. Dans les tests prénuptiaux, il n'y a pas l'obligation de faire ça. C'est conseillé, mais c'est pas obligé. C'est conseillé. Mais ce que moi, je pense... Parce que le test prénuptial, c'est comme pour aller à la mairie. Mais souvent en Afrique, une fois qu'on a eu, la fille a été dotée. C'est le mariage. Elle est mariée. Il faut qu'elle fasse des enfants même avant d'aller à la mairie. Donc ce que je pense, c'est que il faut que le test soit fait au moment des premières amours. Même pas premières amours, disons au moment où on commence. Oui, premières amours. Au moment où on commence à se dire à telle personne, je t'aime, ou bien telle personne, je pourrais peut-être faire ma vie avec elle. Mais moi, je vois vers la 3e. Alors, madame, est-ce que déjà les parents aussi, tout comme on a besoin de connaître le groupe sanguin de l'enfant, est-ce que les parents ne peuvent pas déjà, à la maison, en bas âge, tout comme on fait la vaccination, tout comme on fait certains tests aux enfants, faire ça et inculquer ça aux enfants? Parce que pour les enfants qui sont, par exemple, de groupe âge au moins, les parents savent et informent les filles dès le début que tu es au moins, il faut que tu fasses gaffe à ci, il faut que tu fasses gaffe à ça. Est-ce que ce n'est pas aussi sensibiliser les parents à faire des tests comme ça à leurs enfants, connaître le statut de leurs enfants et les conseiller à la maison, dès le bas âge, savoir que l'enfant sache ça. Avant que les parents le conseillent, il faut qu'ils sachent eux-mêmes. Déjà. D'accord? Déjà. Donc, je pense, moi, je vois le problème à peut-être plusieurs niveaux. Donc, si je prends les jeunes, classe de 3e, ça fait 13, 14, 15 ans. Je prends les jeunes en apprentissage. On voudrait qu'on fasse des campagnes de sensibilisation vers ces groupes. Et une fois qu'ils sont dépistés, on les informe. Parce qu'à 15 ans, si tu sais que quand tu es porteur du trait S, ton partenaire porteur du trait S, tu as un risque d'avoir des enfants drépanocytaires, tu fais attention. C'est ça, c'est clair. Tu fais attention, tu te dis, quand tu as rencontré quelqu'un, tu peux lui demander, est-ce que tu connais ton statut hémoglobinique? Il te dit oui, tu lui demandes c'est quoi? Il te dit non, tu dis allons-y faire le test. Et si ça se trouve qu'il est porteur du trait S comme toi, vous pouvez rester de bons amis. Oui. Bons amis, c'est-à-dire que vous ne passez pas à enfant. Parce que ici, non, vous pensez même pas mariage. Déjà. Vous pensez pas mariage. Parce qu'il y a des gens qui se disent qu'il y a l'amour, on va se marier, moi, on va pas faire d'enfants. Je suis médecin. Et mon devoir, je ne peux pas déconseiller à des jeunes de ne pas se marier. D'accord? Dans ce cas-là, il faut... Moi, mon devoir, c'est de les informer de ce que, s'ils se mariaient, des risques qu'ils courent d'avoir un enfant drépanocytaire et de ce que moi, je peux leur offrir en tant que médecin de la prise en charge. C'est-à-dire qu'à la naissance, je peux prendre l'enfant en charge jusqu'à ce qu'il devienne adulte. D'accord? Mais mon devoir, c'est de faire en sorte que un enfant drépanocytaire... Des jeunes qui sont porteurs du trait puissent, s'ils veulent, ne pas se marier, s'ils veulent se marier, voilà. Mais il faut que très tôt, ces jeunes soient sensibilisés à cela. Il faut que très tôt, ils sachent, voilà, si j'ai une copine qui est AS, voilà le risque que je cours. Et ça, c'est bien avant qu'on aille faire la dot et tout cela. Parce qu'en Afrique, moi je le redis toujours, une fois qu'on a été doté, c'est fini, on est marié. Le mariage à la mairie, c'est beaucoup plus tard. Si on a la chance même d'être doté, si on n'a pas chopé la grossesse avant... Voilà, même pour choper la grossesse avant, il faut savoir. C'est pas 20 ans, c'est une seconde. Hein. Il faut savoir avec qui je suis. Oui, et je prends mes responsabilités. Tant qu'on est, on se connaît et qu'on sait qu'on est porteur,
tout le monde est suspect a priori jusqu'à ce qu'on fasse le test et que l'on soit fixé. Moi, je veux dire une chose. Oui. On dit tout ceci, mais le bottom line, c'est la sensibilisation. Il faudrait qu'on sensibilise. J'étais à Niamey. Volontairement, il y a 1000 tests par jour. Personne ne va chercher ces gens-là. Ils viennent tout seuls pour faire le test. Okay. Sensibilisons nos enfants. C'est ça le bottom line. On peut parler du matin au soir. Si on ne sensibilise pas, le problème est toujours là. Il faut qu'on nous permette d'aller dans les écoles, dans les églises, dans les associations. Aller par... Moi, j'ai réuni les coiffeuses et à un moment donné, je leur ai parlé. Plusieurs ont compris. Ils sont venus pour faire le test chez nous. Vous voyez? Donc, c'est ça le problème. On ne veut pas traiter les enfants drépanocytaires. On ne veut pas les avoir, point. Il ne faut pas les mettre au monde. Il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser. C'est ça la racine de problème que nous traitons ici aujourd'hui. Voilà. Et moi, je pense que c'est... Vous avez l'association. Oui. Parce que les médecins ne peuvent pas. Oui, c'est clair. Donc, il faut que les associations puissent sensibiliser. Absolument. Une fois qu'ils ont sensibilisé, enfin, qu'elles ont sensibilisé, maintenant, les personnes viennent vers vous, vers nous, pour et les nous, tests, les informations complémentaires. Maintenant, les enfants qui sont déjà nés, ceux-là qui sont déjà dehors, nés, déjà malades, on va les éduquer, on va leur parler de leur façon de vivre, comment il faut vivre avec cette maladie. Vivre avec la parce maladie. Que moi, dans mon association, j'ai un ministre d'État qui est drépanocytaire, qui est avec nous. Mais si tu vis bien, tu vas bien vivre. Mais il ne faudrait pas, parce qu'ils sont nés, qu'on les laisse. Non, mais on ne veut plus d'autres. Ceux qui sont dehors. Non, non, c'est vrai. On ne veut plus d'autres. Non, on ne veut plus d'autres. On va gérer ce qu'on a ici, là, d'abord. Avant, non, on ne veut plus, c'est fini. Alors, sensibilisons. M. Boyona, j'ai eu dire qu'au niveau de certains pays, quand même, c'est obligatoire de connaître son statut hémoglobinique avant de... Oui, c'est trop tard, au niveau du mariage, c'est déjà tard, mais c'est déjà un pas. Oui, cela reste des informations à confirmer, toujours, mais je crois savoir également que j'ai eu écho de cela, si je ne me trompe pas, une information a circulé tout récemment concernant le Bénin, où il serait donc exigé le test avant le mariage. Mais cela reste à vérifier. Mais je voudrais également aller dans le même sens pour dire que en fait, le tout reste accroché à l'accès à l'information. Parce que quoi que nous soyons en train de dire, je reste convaincu que si l'ensemble de la population togolaise a l'information réelle sur les risques que le fait de ne pas faire le test comporte, nombreux seront ceux donc, qui systématiquement iront justement faire le test. Donc je crois que je vais également abonder dans le même sens en insistant sur la nécessité de la sensibilisation, sans oublier également qu'un canal très important de sensibilisation reste également les écoles. Donc il faudrait pouvoir déterminer également ces éléments très importants qu'il faut intégrer au programme scolaire, parce qu'un enfant qui revient chaque jour à la maison pour demander à ses parents, on nous a parlé de la nécessité de faire le test, de faire ci et de faire ça, à un moment donné, même si le parent n'avait pas l'intention de le faire, il finit par se dire, allons justement le faire. Donc, il y a tous ces canaux justement qu'il faut qu'on puisse exploiter pour intensifier la sensibilisation, non seulement concernant le cas de la drépanocytose, mais beaucoup d'autres sujets. Voilà. Sur plein d'autres sujets, c'est pas faux. Moi, j'ai déjà commencé dans les collèges, j'ai déjà fait 2 collèges. Sans l'autorisation, parce que j'en avais marre, j'ai écrit, on ne me répond pas, je suis partie. Et moi, j'ai commencé. Parce que quelqu'un n'a qu'à venir m'attraper et me mettre en prison parce que j'ai sensibilisé. Parce que bon, vous voyez l'attendre à la fin de l'émission. Oui, je vous attends aussi. Je vous attends Madame, aussi. Madame, professeur, vous vouliez rajouter quelque chose, je ne sais pas, tantôt. Non, je disais qu'il fallait sensibiliser, déjà même former les instituteurs, quand ils sont à l'ENIJ, à Tapamé, les professeurs de sciences naturelles. Ou bien qu'on permette à une association, par exemple, au cours d'une leçon de sciences naturelles, que le professeur puisse permettre que l'association vienne expliquer un tout petit peu ce que c'est que la drépanocytose, comment on la contracte et tout, les signes, les conséquences. Je crois que c'est comme ça qu'on devrait essayer d'avancer. Au-delà aussi, ça peut être transversal. Chaque enseignant, même l'enseignant de français, même l'enseignant de mathématiques peut saisir un petit crochet à son cours pour expliquer. Tout enseignant peut expliquer toujours. Vous savez, quand dans une classe, il y a un enfant drépanocytaire, il faut qu'on puisse comprendre pourquoi
Par exemple, l'enfant se lève, les enfants drépanocytaires doivent beaucoup boire. Ok. Alors, l'enfant drépanocytaire qui boit beaucoup demande toujours à sortir pour aller faire pipi. Toujours. Ah oui, puisqu'il boit beaucoup. Il ne faut pas que le maître pense qu'il distrait la classe. dérange. Donc, il faut que le maître connaisse la maladie. Donc, c'est tous les enseignants qui doivent avoir l'information. Un enfant drépanocytaire doit vivre dans une atmosphère pas confinée. Donc, souvent, on les met devant, en classe. Donc, il faut que ses camarades puissent comprendre pourquoi lui, on le met devant. Il faut qu'il l'aide pour pas qu'il le stigmatise. Ah, c'est vrai. Oui. Donc, il y a des petites choses comme ça, mais comme disait Mme Stone, il faut vraiment que nous puissions sensibiliser. Et les associations, vous êtes vraiment les bienvenus pour pouvoir aider le corps médical à avancer. Parce que on peut pas, les médecins ne peuvent pas tout faire tout seuls. C'est ce que je fais. Je salue Dr Magna qui est avec moi, qui dit, Madame Stone, c'est pas ici que je dois être dehors pour sensibiliser, mais je ne peux pas aussi lâcher ceux qui sont ici. Il fait du bon travail. Moi, j'ai déjà distribué des affiches dans les écoles. J'ai collé dans les universités, vous faites vraiment bien. Je ne peux que faire ça parce que je suis fatiguée. Vous faites bien. Vous faites bien. Non, vous faites bien. Et quand on a encore des drépanocytaires, si vous avez des drépanocytaires avec vous, je ne sais pas si Grace a pu vous envoyer on a une vidéo qu'on se tue à récupérer pour vous diffuser. Voilà. Grace faisait du très bon travail. Vous la connaissez, Grace Koudjou, qui est drépanocytaire et qui vraiment, je dirais, elle a sacrifié sa vie, en fait, pour ça. Oui, elle témoigne à visage découvert parce que souvent, les drépanocytaires n'aiment pas également qu'on sache qu'ils sont drépanocytaires parce qu'ils sont stigmatisés. D'accord ? Et donc, ils sont deux comme ça à parler de la maladie. Et je pense que c'est vraiment bien quand on a des drépanocytaires, des associations qui peuvent aider, qui peuvent sensibiliser. C'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande. On va le faire, on va continuer. Il faut continuer. Je pense que vous avez tout notre soutien. Merci. Nous sommes ensemble. Merci. Nous sommes ensemble. Merci de vous engager autant, apporter l'information pour les populations. Les lobbies, mais il n'y a pas de famille au Togo ici où il n'y a pas de drépanocytaires. Ou de porteurs, peut-être. Non, les porteurs. Lys, vous êtes porteur. Je suis porteur, oui. Qui c'est? Personne. Personne, si ce n'est vous. Mais d'enfants drépanocytaires, dans chaque famille, c'est un drame que tout le monde vit. Oui. Et est-ce que fort de ça, on peut comprendre que deux personnes qui connaissent leur statut se disent on s'aime et que bon, vous dites que ça coûte cher, la prise en charge. Non, on a l'argent, hein. On a l'argent, on peut payer la prise en charge de notre enfant, etc. Est-ce que c'est permis de faire ça? Non, parce que vous pouvez payer les médicaments, mais vous ne pouvez pas soulager la douleur de l'enfant. Fiction, pas fiction, Akin a assumé. Oui, là, le monsieur, il a assumé. C'est dans un livre. Il y en a qui assument. Mais il assume, mais il ne diminue pas la douleur de l'enfant. Pas du tout. Il y en a qui l'information, c'est tout. Au-delà de la disponibilité, au-delà de l'argent pour amener à l'hôpital, l'enfant souffre. Oui. Donc, je me dis, parce qu'on en a rencontré, il y a des cas comme ça de personnes qui se savent porteuses, mais qui décident, qui se disent, on va aller au mariage, on va faire des enfants, s'ils sont malades, on va s'en occuper parce que notre amour est très fort, très puissant. Ces personnes-là, je pense qu'on devrait codifier ça. Vous qui êtes à la présidence, excusez-moi de parler comme ça. Pourquoi vous ne pouvez pas interdire les gens-là qui sont porteurs de se marier? Il faut, parce qu'après tout, ça coûte cher à l'État, en fait. Il faut que, quand on vous conseille de ne pas vous marier, que vous passez par derrière, vous passez par d'autres moyens pour aller vous marier. Si vous faites des enfants, pas malheur, qui sont drépanocytaires, il faudrait qu'on vous arrête. Oui, je comprends votre ressenti. Mais vous savez que dans le cadre général et légal, c'est la liberté. On ne peut pas empêcher. On ne peut pas obliger. Comme le professeur le disait, l'obligation de l'État, c'est de contribuer à ce que l'information aille vers les intéressés. Mais maintenant, si l'information est là, les gens sont têtus. Oui, mais là, on ne peut pas les obliger. Mais s'ils font des enfants, ça nous coûte cher, c'est ça le problème. Oui, les enfants de drépanocytaires sont très chers. Oui, malheureusement, mais ici, fondamentalement, c'est de faire passer l'information. Il faut trouver d'autres moyens. Vous ne pouvez pas obliger. Il faut qualifier ce truc-là c'est une infraction. C'est une infraction. Personnellement, je pense que ça peut être une infraction. Complètement. Donc, pour les personnes qui sont porteuses et qui décident envers et contre tous de faire des enfants
qui peuvent être malades. Ouais. Mais au-delà de tout, moi, je serais cet enfant, je grandis, je porte plainte contre ses parents. Complètement. Avis personnel que je ne suis pas forcément autorisée à donner, mais cette affaire dépasse, donc je ne peux pas ne pas. On vous dit c'est la seule maladie qui est évitable. Il faut avoir vécu dans un milieu, avoir connu la souffrance que ça donne pour comprendre en fait. Alors que c'est irréversible, madame. Je suis d'accord. Quand on y va, on ne peut pas faire marche arrière. Je sais que vous êtes médecin, que vous ne pouvez pas obliger les gens, mais bon. Avec l'assurance maladie universelle qui va être applicable au Togo, je pense qu'il y aura des dispositions, qu'il devrait avoir des dispositions comme ça pour que le budget de l'État. Parlant de l'assurance, moi j'ai déjà touché des assureurs qu'on est en train de vouloir faire quelque chose pour assurer ces enfants-là, parce qu'on ne peut que soulager leur douleur, il n'y a pas autre chose. Pour ne fût-ce que couvrir leurs médicaments de douleur. Parce qu'ils n'ont pas d'argent et les enfants sont en douleur. Il faudrait qu'on trouve un moyen pour les assurer. Il faut qu'on les assure. Mais personne ne veut les assurer puisqu'ils sont... Les assurances ne veulent pas les assurer? Non, pas du tout. En Amérique, on ne les assure pas. C'est parce que mon fils, lui, est dans une compagnie c'est pourquoi il a une assurance, mais sinon, on ne les assure pas du tout. Ah bon? Ah non, pas du tout. Parce qu'on sait que c'est des charges. Mais bien sûr, c'est des charges personne ne veut les assurer. Mais en France, ils sont assurés. En Amérique, ils refusent de les assurer. Quand Eric ne travaillait pas, moi, j'ai appelé un assureur privé, il dit non, I don't want it. Il ne veut pas assurer mon enfant. Mais c'est ça. Donc, parce qu'on sait qu'ils sont des enfants malades tout le temps, ils sont chez les médecins tout le temps. Il va faire dépenser forcément tout le temps. Et les hospitalisations, c'est énorme, c'est beaucoup d'argent. Si je vous montre la photo de mon fils, les tubes étaient là, partout. On ne reconnaît pas une personne comme ça. Et donc, aucune assurance ne veut prendre en charge. Donc, moi, je suis en train de voir s'il y a une assurance qui peut peut-être nous créer quelque chose pour pouvoir les assurer. Dieu au courant, on verra. Donc, au Togo aussi, au Togo, ils sont réticents comme ça. Je suis en train de voir avec les assureurs si on peut les assurer. Parce qu'au Niger, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Je vous dis, il y a plus de 1000 par semaine qui vont librement pour faire leurs tests. Ici, il faut même trouver 2, c'est des problèmes. Et pourtant, c'est pour leur bien. Alors, professeur il y a le centre, il y a un centre national pour la drépanocytose au Togo. Il y a un centre dédié, oui, qui est construit sur fonds propres par l'État togolais. Et dont le directeur a été nommé par décret présidentiel. Pour dire que c'est quand même une question qui préoccupe. Sinon, un décret présidentiel ne nommerait pas un directeur pour un centre. Mais maintenant, donc le centre a commencé à travailler, à fonctionner depuis 2018. Nous venons de faire, enfin le directeur, il y a une thèse qui a été écrite pour faire le bilan de la première année, pour voir un tout petit peu ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'il faut faire encore mieux pour améliorer les prestations et également faire un peu de recherche, sinon beaucoup de recherche. La recherche se fait partout ailleurs, il n'y a pas, pourquoi pas au Togo. Donc nous venons de faire le bilan de la première année. La thèse a été soutenue lundi dernier, le 19. Ah ok, non c'est tout neuf. C'est tout neuf. Donc, au-delà, ça offre des prestations, ça offre des facilités aux malades, aux porteurs, je ne sais pas où. Alors, c'est l'institution, le centre est encore en phase d'installation. Non, le centre fonctionne bien. Il y a des consultations tous les jours. Oui. Il y a actuellement, depuis pratiquement, je crois, 6 mois ou 1 an, ils hospitalisent 24 heures sur 24. C'est-à-dire le centre est ouvert 24 heures sur 24. Il est où le centre? Le centre est à l'entrée du CHU Campus, Pharmacie Univers. Ça vous dit quelque chose? Oui. Juste, vous traversez, le centre est sur la gauche en montant au campus. Presque en face d'Orabank, si vous connaissez le campus. Pharmacie Univers. Oui, c'est sur l'aliment de la pharmacie de la Non, vous traversez. Oui, pour aller à la pharmacie. Non. Vous êtes au niveau de la pharmacie, au campus. Vous allez sur le campus, sur la gauche, vous avez le centre qui est ouvert depuis 2018 et qui fonctionne très bien. Donc, on y hospitalise des malades de drépanocytose, donc ils reçoivent des soins spécifiques à eux là-bas. Quand ils viennent en général pour être hospitalisés, c'est qu'ils ont été en crise ou bien ils sont anémiés, une anémie grave qui a besoin d'être transfusée. Parfois, ils viennent on les prend juste pour la journée. Parce que c'est une crise douloureuse qu'on gère le cours de la journée. Parfois, c'est plus
plus grave, donc ils sont hospitalisés. Alors, pour l'information également, on peut se rendre là-bas. Exactement. Pour information, pour l'information, pour analyse, pour faire l'électrophorèse également, on peut aller là-bas. Vous pouvez aller. Ok. Et vous pensez décentraliser peut-être à l'intérieur? Pour le moment, c'est le seul au Togo? Pour le moment, c'est le seul. C'est le seul. Laissons-nous déjà gérons celui-là. Celui-là et on verra pour la suite. Oui. Mais je voudrais vous dire également que, bien qu'il n'y ait pas de centre, au CHU SO, Sylvanus Olympio, en pédiatrie, il y a une prise en charge également des enfants drépanocytaires. À l'hôpital de Baie, professeur Gbadoué prend également en charge les enfants drépanocytaires. Parce que ce n'est pas que l'affaire des hématos, c'est l'affaire de tout le monde. Oui, vous l'avez dit. De tout le monde, cela. Donc, quand un enfant qui est malade comme ça, peut-être pas le traîner au niveau des tradithérapeutes. Est-ce qu'il y a une collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne sur ce sujet-là? Est-ce qu'il y en a qui disent qui guérissent les massis, les massis et compagnie en médecine traditionnelle? Il y a forcément des gens. À cette question. Non, il y a forcément des gens qui suivent là, qui se traînent ici et là. Vous, en tant que professeur, en tant que médecin, qu'est-ce qu'on leur dit? Je vais laisser d'abord la parole à Madame Stone. Parce que moi, la première fois qu'on a réuni les gens pour leur parler, c'était à Estao. Il y avait un praticien qui est venu. On l'avait fait sortir vite fait parce qu'il est venu pour semer la confusion. Madame, vous vous rappelez de ça. Donc, il y en a plein qui s'inventent comme ça. Non, mais cette maladie-là, il faut aller à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital voir Dr Magna. Parce qu'il fait un bon travail. C'est une maladie génétique. Donc, c'est dans le corps. Dans le corps, dans le sang, dans l'os. Donc, c'est quoi cette affaire de tradit patricien? Il va faire quoi? Peut-être. Non, pardon. Même nous, on ne guérit pas. Il ne faut pas aggraver la situation. Vous soulagez. On soulage. D'accord? On soulage, on ne guérit pas. C'est une maladie qui ne se guérit pas. Pour guérir, je vous dis, c'est la greffe de moelle. La thérapie génique. On n'en a pas encore les moyens ici au Togo. Donc, ce n'est pas la peine d'aller traîner ces malades chez les... Vous allez aggraver la situation. Il faut tout simplement aller chez le médecin. Cette maladie ne se guérit jamais. On calme seulement. Mais c'est ça la pure vérité. Il n'y a pas une personne qui va vous dire la vérité que celle qui a vécu la chose, qui vit la chose. Allez-y chez le docteur. Parce que les traditeurs, ils vont vous donner les herbes à boire et tout. Ça va compliquer la situation. Le foie déjà qui est assez, les organes qui sont assez délicats, fragiles. Voilà, vous pourrir la vie, vous allez mourir même avant le peu de temps que Dieu va vous donner. Donc, allez-y chez le docteur Magna. Ce centre-là, c'est spécialisé. C'est là où j'ai donné les lits la fois dernière. J'ai fait un petit don là-bas. Je continue à essayer. Allez-y, ils vont vous faire ce qu'il faut. Ils vont prendre en charge. Ils vont vous prendre en charge. C'est très important. Il faut laisser ces gens, ces charlatans, tranquilles. Il faut alors, madame, quand on est SS ou bien SC et que l'on s'entend dire qu'on ne vit pas longtemps, que SS a 18 ans, etc., SS ne peut pas franchir le cap des 18 ou 20 ans, on a peut-être de jeunes malades qui nous suivent, peut-être les rassurer qu'avec une bonne hygiène de vie, ça va. Une bonne hygiène de vie et surtout la régularité de la consultation. Vous insistez beaucoup sur ça. J'insiste beaucoup dessus. Pas besoin d'être malade avant d'aller au rendez-vous. On te donne rendez-vous, tu vas au rendez-vous. Mais entre les deux rendez-vous, les drépanocytaires SS, c'est tous les 2 mois pratiquement. Entre les deux, si tu as eu un problème, il faut aller au centre. C'est ça. On connaît des drépanocytaires qui... Moi, j'en connais qui ont 62, 63 dans mon entourage proche. C'est pour vous dire, quand je vous dis qu'on est tous, chacun dans sa famille a des drépanocytaires. Oui. Et quand vous allez à la Jamaïque, par exemple, vous avez des gens qui ont 80 ans. En France, quand on est bien suivi et qu'on se conforme vraiment à ce que vous disent les médecins, je pense qu'on peut aller bien. Donc, on ne peut pas être drépanocytaire sans avoir un médecin qui nous suit. Ce n'est pas bien d'être drépanocytaire malade. Et non. On ne peut pas, parce que j'en connais, qui sont drépano et qui gèrent elles-mêmes leur crise, ou bien c'est quand il y a la crise qu'on va à l'hôpital, c'est pas bien. Qui ne vont pas forcément en consultation régulièrement. C'est pas bien. Donc, il faut forcément, quand on est drépano, même nous, comme ça, non malades, on doit avoir un médecin de famille à qui se référer, qui vous connaît votre histoire. Et encore plus maintenant, quand tu es drépanocytaire, tu dois avoir un médecin avec qui s'établit peut-être, je dirais même, une complicité, qui te connaît bien. C'est ça.
C'est vrai que nul ne connaît mieux sa maladie que soi-même, hein, mais quand même, tu dois pouvoir parler avec quelqu'un. Et puis, ce qu'on encourage aussi, c'est les groupes de parole, les associations de drépanocytaires entre eux, pour quand, par exemple, bon, moi, ma crise, tu sais, quand je l'ai, je la gère de telle façon. Donc, qu'ils puissent partager un tout petit peu leur vécu. Ça fait du bien. Donc, vivre en autarcie parce qu'on est drépanocytaire, ce n'est pas une bonne chose. Il faut bien être socialisé. Alors, moi, mon statut d'électrophorèse est AA. Ma femme est SC. Est-ce que son accouchement aura un risque? Non, ça, c'est les cas qu'on veut, ça. Quand la femme est SE, qu'elle se cherche un AA et puis c'est réglé. Les hommes AA sont recherchés. Vous êtes où? Les femmes AA également. Pour vous, il n'y a pas de souci. Une question, oui. Pardon. Elle dit, et le monsieur est AA, la dame est SC. Oui, la dame doit se faire suivre. Il faut qu'elle se fasse suivre. Oui, il faut qu'elle se fasse suivre. Obligatoirement. Oui, et si elle est enceinte, il faut qu'elle se fasse suivre aussi bien par un gynécologue obstétricien que par l'hématologue. De toute façon, les gynécologues savent. Donc, souvent, on s'appelle et la prise en charge est commune. Oui, c'est pour la femme. Déjà, il paraît qu'il faut planifier la grossesse, mais quand ça arrive, se faire suivre. Je connais une malade SC. Elle a quand même passé, bon, elle n'a pas respecté toutes les consignes dont vous avez parlé. Ça lui a quand même valu d'être 40 jours en réanimation avant de se faire enlever son enfant par césarienne. À 7 mois, l'enfant a été élevé en couveuse. Est-ce qu'elle va guérir? Est-ce qu'elle ne va pas guérir? Est-ce que l'enfant va s'en sortir? C'est un drame. Je vous parle de dans ma famille, ma sœur. Donc, c'est grave ce dont on parle. Donc, si votre femme, elle est SC, elle doit vraiment se faire suivre par son médecin jusqu'à l'accouchement. J'aime bien votre émission. J'ai eu ce problème avec une fille. On avait commencé les préparatifs de notre mariage. Mais ce qui m'a sauvée, c'est notre église qui exigeait les analyses pré-mariage. La fille était SS et moi, SC. Donc, j'ai dû rompre la relation. Mais ça n'a pas été facile. Les analyses pré-mariage sont très importantes pour avoir des progénitures sans maladie. Merci, mes mamans, pour le travail que vous faites pour ces émissions. C'est justement ce dont on parle. Ça. Là, c'était 100% de cas d'avoir des enfants malades. SC, SS, SC, SS, c'est-à-dire que il n'y avait pas d'autre issue que d'avoir des enfants malades. Non. Heureusement que l'Église a exigé allez faire votre test. Ça ne coûte pas cher, madame. Le test, l'électrophorèse, c'est pas une fortune ou bien, madame? 3 500 à 4 500, mais souvent on fait des campagnes de dépistage où c'est beaucoup moins cher. Réduit. Mais sinon, le tarif normal, le prix normal, ça varie entre 3 500 et 4 500. Oui. Même pas 5 000. Non. Moi, j'ai signé des conventions avec des cliniques privées et le test est fait à moitié prix. Ah, OK. Donc, quand les gens viennent s'inscrire chez nous, on leur donne un petit carnet qu'ils vont présenter à la clinique. Ils vont payer la moitié du prix. J'ai 3 cliniques comme ça avec qui j'ai signé les conventions. Okay. Donc, je ne vais pas me faire une publicité. Alors, la fondation Caring Stone, on la retrouve où? Caring for All. On la retrouve on va sur Internet. Oui. Vous avez www.caringforall.org. OK. Caring, c'est en anglais, vous savez, c'est Caring for All. C-A-R-I-N-G, Caring for All. F-O-R-A-L-A-2-L. Et puis, vous avez la fondation et toutes les informations relatives, vous voulez faire vos tests, etc. Mais sinon, vous êtes situé à Lomé, dans le quartier... On est dans le quartier franciscain. OK. Là où se trouve... Nikonakpoe, voilà. Ou alors, c'est facile d'aller sur Internet. Caring for All, et vous avez les numéros, le contact téléphonique. Ou alors, sinon, vous savez que l'émission vous laisse sur la page Facebook les contacts des invités. On vous laissera sur la page Facebook les contacts de Madame Catherine Stone, les contacts de Professeur Monvor et le contact de Steve Boyona pour avoir le livre qui est l'autre canal qui va perpétuer la sensibilisation qu'on a continuée aujourd'hui à travers ce document-là, qui est l'autre canal. Merci, Steve, d'avoir pensé à ça. Merci de faire la promotion de ce très bel ouvrage sous nos cieux. Je pense qu'il faut faire des cafés littéraires dans les écoles, dans les universités, dans les lieux, milieux d'apprentissage. Hein. Tout à fait. En fait, c'est l'autre volet de ce que nous faisons. Oui. Nous organisons des cafés littéraires. Nous avons mis l'accent sur les lycées. Nous en avons déjà organisé au lycée des Deux-Nyongbois à Gou, au lycée d'Atakpamé, au lycée de Tchébébé, et également à Kara.
Nous poursuivons, nous allons continuer en fait la campagne jusqu'à la fin de l'année prochaine. Super. En fait, il faut rappeler que l'ouvrage est lauréat en fait d'un prix littéraire et chaque année nous assurons en fait la promotion de l'œuvre lauréate du prix littéraire sur l'étendue du territoire. Donc, tout au long de l'année, c'est un partenariat que nous avons avec une association suisse qui est dénommée la Scène littéraire. Donc, chaque année, nous assurons cela. Donc, nous continuons, nous le faisons. Nous offrons, en fait, des exemplaires de l'ouvrage à l'établissement retenu. Et en retour, l'établissement doit faire lire l'ouvrage aux élèves. Super. Et maintenant, dans le cadre d'un club de lecture, susciter un débat entre les élèves et les enseignants. Donc voilà un peu comment est-ce que cela fonctionne. La sensibilisation se fait sur le terrain. Quand même. Ce qui serait vraiment bien, ce serait bien, c'est qu'après avoir lu, ceux qui ont lu puissent faire leurs tests. Oui. Voilà. Bon, ça, c'est oui, si vous vous mettez à dire qu'il ensemble avec une fondation, qu'on puisse réfléchir pour que ça puisse être un canal pour que ces enfants, ces jeunes qui ont lu puissent avoir accès au test. Ça, c'est formidable. En fait, je crois déjà qu'avec la rencontre, vous allez vous mettre ensemble. Nous pourrons associer aux ouvrages que nous offrons justement les informations de l'association. Ce serait vraiment très par rapport à ce livre. En tout cas, ce serait vraiment formidable. On finit dans 1 minute. Oui, on va ouvrir un centre au Niger bientôt là. Donc moi, je compte traverser la frontière avec ce livre-là parce que c'est très important que ces gens soient au courant. Eux, ils font déjà ce qu'il faut faire. Ici, il faudrait qu'on sensibilise. Nous préparons actuellement un café au Niger. Donc je crois que cela Quand je dis femmes met en contact les grands esprits qui œuvrent pour l'humanité. Donc dans vos écoles à l'intérieur du pays, vous en faites pas. Vous aurez donc l'occasion de rencontrer ces belles personnes avec cette belle initiative et cet engagement qu'elles portent. Je salue cette émission qui permet aux jeunes de prendre au sérieux leur avenir conjugal. Cela permet d'éviter des mariages aveugles et pas ricocher des divorces. Et j'ajouterai des peines et des douleurs. Je souhaite que l'émission soit rediffusée dans la meilleure hypothèse pour que la population soit vraiment sensibilisée. Je pense que c'est sur cette note qu'on va se dire au revoir. Merci d'avoir suivi cette émission. Professeur Vovor, merci énormément pour la disponibilité et pour les explications. Madame Catherine Stone, merci pour l'engagement. Vous enverrez nos très belles pensées à Eric. Merci. Il se portera bien. Dieu est grand. Dieu est grand. Oui. Merci Steve, une fois encore. Merci. Steve Bojona, promoteur du club littéraire. Et tous les contacts de nos invités seront sur la page Facebook de Jeudi Femmes dès demain matin pour que vous puissiez prendre la meilleure décision de votre vie, l'une des meilleures décisions de votre vie. Passez une très belle soirée, 22h30 de journal. L'émission, vous la suivrez en rediffusion mardi aux environs de 9h, 9h30. Donc si c'est mardi matin, vous suivez, c'est la rediffusion de cette émission. Nous mettrons le lien également sur la page Facebook dans les tout prochains jours pour que vous puissiez suivre et partager dans les espaces de diffusion pour que le message puisse atteindre le plus grand nombre. Au revoir et à très bientôt.